Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. C'est un nouveau logiciel d'enregistrement. J'espère que la qualité sera acceptable. On verra après. Inch'Allah. Alors, petite polémique. Bon, décidément, il y en a beaucoup, il y en a souvent. Petite polémique. J'ai publié sur Twitter une photo d'une maman avec sa fille prise de dos, c'est-à-dire qu'on ne voit pas leur visage, d'accord? Donc ça aurait pu être un dessin, ça aurait pu être une photo prise en Angleterre, au Yémen, au Maroc, en Belgique, en France. C'est anonyme et c'est en fait pour illustrer, parce que tout le monde sait qu'il y a le poids des mots, mais il y a le choc des photos. C'est pour illustrer quelque chose que j'ai souvent dénoncé. C'était le fait de voir souvent des mamans en âge de ménopause, donc ils ne sont plus dans une obligation stricte par rapport au hijab, être souvent voilées avec des vêtements amples, etc. Et marcher avec leurs filles adolescentes ou jeunes femmes, entre 13 et 20 ans, on va dire, qui, elles, sont dans des tenues extravagantes, soit ultra sexy, soit en mode jeans moulants, cheveux lâchés, t-shirt, manches courtes, etc. En l'occurrence, ici, c'est un maillot d'une équipe de foot. Pour en fait montrer à quel point le désordre et l'inversion des valeurs s'est installé dans notre communauté, puisque des femmes qui ne sont plus censées être dans une obligation stricte du hijab mettent des manteaux amples, mettent, dans le cas de cette photo, un turban, etc. Et se trimballent en fait avec leur fille dans cette tenue-là. Alors, bon, ça a été très mal pris par certaines personnes. J'ai lu, mais je ne suis pas d'accord. Voilà, c'est mon droit de ne pas être d'accord, dans le sens que on ne voit pas les visages. Donc en fait, c'est pas une dénonciation de personne. C'est pas une photo prise dans le cercle de la vie privée. Ça a été pris dans un parking de supermarché. C'était pas une poursuite ou un espèce de, comment je vais dire, coup monté. C'était simplement, j'étais en voiture, j'ai vu ces gens passer, et donc j'ai pris soin de prendre une photo anonyme, puisqu'on ne sait absolument pas reconnaître de qui il s'agit. Et c'était pour illustrer mes propos, pour qu'on comprenne de quoi je parle. Parce que des fois c'est abstrait, beaucoup de gens disent tu exagères, tu es raciste, c'est pas vrai, moi dans ma famille tout le monde est comme ci, tout le monde est comme ça. Donc à un moment donné en fait il faut un peu éclaircir les choses. Et donc assez curieusement évidemment les gens ne comprennent pas le fond qui est ce problème que beaucoup de mamans voilées exposent leurs filles fièrement et on voit que ça pose aucun souci parce que bon dans cette photo ce qu'on ne voit pas c'est que le père et les frères suivaient derrière. Et tout le monde trouve ça normal. Et en fait, tu peux pas le dénoncer, tu peux pas l'illustrer, tu dois te taire. Alors on me dit oui, et toi, regarde chez toi, et ça va te retomber dessus, et ta fille, et ta femme. Bon, vous savez, l'islam, c'est pour tout le monde. Euh, et donc, ce genre de rappel, c'est pour tout le monde. C'est pour nos mères, nos tantes, nos filles, c'est pour tout le monde. À un moment donné, tu es responsable de tes enfants. Dans le sens que si pour avoir la paix et pour pas que la personne te fasse une crise, tu la laisses s'habiller comme elle veut, ben, tu en es responsable vu que dans le système dans lequel on est, un mineur est sous la responsabilité de ses parents. À savoir que si un mineur vole ou fait un délit, on ira voir ses responsables. Donc, on ne peut pas à un moment donné se dédouaner en disant oui, ma fille, elle ne m'écoute pas, oui, ma fille, elle s'en fout. Alors, quand c'est pour les autorités humaines, euh, on s'inquiète. Attention, on ne fait pas ci, la police ne vole pas, n'agresse pas je sais pas moi, les autres élèves à ton école, le directeur va me convoquer, la police va me convoquer au commissariat si tu es une voleuse ou un voleur, etc. Là, on s'inquiète. Et quand en fait c'est pour
c'est pour sa religion, pour Allah. Là, en fait, on relativise. Ouais, mais bon, l'islam est dans le cœur. Et puis, de toute façon, dans toutes nos familles, il y a ça. Ça ne change rien au problème. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si ma fille Fatima aurait été une voleuse, je lui aurais coupé la main. Donc, c'est une question, de nouveau, on n'est pas dans l'islam tribal, on n'est pas dans l'islam clanique, on est dans l'islam des valeurs et de l'idéologie. Et on ne peut pas, comme j'ai lu bien souvent, je crois que j'ai dû bloquer une trentaine de personnes, on ne peut pas à un moment donné, parce qu'il s'agit de gens de sa tribu, parce qu'on y reconnaît des gens de sa famille, et on se sent visé, commencer à tirer sur le messager. J'aurais pu comprendre si c'était une photo prise dans le cercle de la vie privée, où j'aurais mis mon téléphone à la fenêtre, entre un rideau et un mur, et que j'aurais fait une photo volée, ou que j'aurais fait une photo où on peut reconnaître les personnes, puisque le but n'est pas de reconnaître les personnes, le but est d'illustrer une situation, et l'anonymat de ces personnes, elle est parfaitement respectée. Mais donc, comme d'habitude, en fait, on est dans le balayage sous le tapis, chut, archouma, machin, c'est toujours la même histoire, en fait. C'est chaque fois le même mécanisme où, en fait, tu ne peux pas faire des rappels, tu ne peux pas illustrer tes propos, tu ne peux pas souligner un problème récurrent et répétitif, hein, parce que là, c'est un cas, mais moi, j'en vois tous les jours. Partout où je vais, c'est toujours le même scénario, en fait. Les petites filles sont comme des princesses Barbie, parfumées, brochingées, etc. Et les mamans sont là comme des esclaves à porter les sacs avec leurs voiles et leurs grandes vestes, etc. Et ça pose question. Ça pose question sur la compréhension de la religion. Puisque le but du voile, c'est pas de pérenniser une coutume ou une culture, c'est de, surtout quand on est jeune et aguichante, etc., de se préserver et préserver les autres de ces atours. Et c'est pas quand on est une maman de 100 kilos, de 55 ans, qu'on doit commencer à s'affubler de mille et une choses pour cacher ses atours. Et voilà. Et donc, comme d'habitude, incompréhension, jugement, raciste, paparazzi, tout est permis. Tout est permis. C'est-à-dire que tu ne peux plus, c'est ça le problème qu'on a de nos jours, tu ne peux plus dénoncer le blâmable. Ou tu dois le faire d'une manière très polissée, très floue, sans dire d'où ça vient, comment ça se passe, sans illustrer. En gros, tu dois être inefficace. Alors ça va, bon, c'est pas trop grave. Mais tu ne peux rien dire. Encore ce week-end, dans une discussion Twitter, j'expliquais, comme l'expliquent beaucoup de gens d'origine maghrébine avant moi, le fléau des bandes de chiens errants dans la plupart des grandes villes du Maghreb, qui grognent, qui aboient et parfois mordent les gens qui vont à Salat al-Fajr, qui aboient toute la nuit et se battent entre mâles pour les femelles, qui se reproduisent de manière anarchique, et au final, on envoie des policiers faire des grands massacres et remplir des bennes de camions de cadavres de chiens. Et tout le monde trouve ça normal, et tout le monde dit, bah oui, c'est une nuisance, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien d'autre à faire, arrête un peu de parler de nous. Et voilà, on balaye sous le tapis, on balaye sous le tapis. Et c'est sans cesse comme ça, en fait, le balayage sous le tapis. Quand je dis aussi que c'est bien beau de mettre ses enfants le samedi matin à l'école d'arabe ou l'école de Coran, mais que s'il n'y a pas à côté de ça d'éducation, de savoir-vivre, de vocabulaire un minimum poli, etc., mais on se retrouve en fait avec des schizophrènes qui apprennent une chose dans un local de classe où ils sont terrifiés par le prof qui a un petit bâton et qui frappe sur sa table pour faire silence, etc., et puis dès qu'ils sortent, en fait, c'est l'anarchie, c'est les insultes, ça parle football, ça parle paris sportif, ça parle rap, et ça s'envoie des mots outranciers à la figure. Alors à un moment donné, le bilan de tout ça, où est-ce que je veux en venir? Est-ce que on se satisfait et on ferme les yeux sur une communauté schizophrène, pour ne pas dire parfois hypocrite, ou on veut ramener les choses vers un minimum de sincérité, de raison, de logique et de profondeur. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est notamment ce qu'on entend quand des gens font l'apologie de la hijra dans tel ou tel pays,
C'est qu'on vous dit, oui, oui, ici tu peux mettre ton voile, il y a le Adhan dans les rues, etc. C'est-à-dire que notre objectif, c'est ça qui est terrible, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, notre objectif en tant que musulmans, en 2022, c'est d'avoir en fait un islam du paraître, un islam de surface, un petit peu comme ces gens qui mettent des ongles en plastique sur leurs ongles pour avoir l'air avoir des longs ongles de sorcière sont remplis de bactéries et de saletés en dessous. Et voilà, tout le monde fait semblant. On met des fausses dents, c'est l'air du paraître. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces pubs où en fait on vous vend des espèces de grandes plaquettes de dents blanches que vous emboîtez sur vos dents et vous avez un beau sourire. Alors on en est là et tout le monde s'en fout en fait que en dessous de ces dents blanches, il y a des dents pourries qui doivent être lavées, enlevées, traitées, détartrées, etc. Tout le monde s'en fout qu'en dessous de ces ongles en plastique, il y a des saletés, des bactéries et des ongles naturels qui sont abîmés par les cols chimiques, etc. Et on a fait la même chose avec l'islam en fait. C'est-à-dire on veut juste coller quelque chose d'acceptable. Hein. On ne parle que de voile et de Adhan, le voile, le Adhan, le voile, le Adhan. Et la justice sociale, et la lutte contre la corruption, et le droit des animaux, et le droit des orphelins, et la propreté, etc., etc., etc. Bah, c'est pas bien grave, quoi. C'est pas bien grave. Venez tous ici, tout va bien. Je ne sais pas si les frères et les sœurs qui sont dans cette logique-là se rendent compte, en fait, de tout ce que je viens de dire. Je crois qu'ils s'en rendent même pas compte. Nous, les musulmans, on ne peut pas se satisfaire d'un islam des apparences, d'un islam de consumériste, d'Instagram. On veut des valeurs tangibles, des valeurs dans nos vies de tous les jours, par rapport à nos factures, à l'état de nos routes, à l'état de nos poubelles, à la vie des animaux, à la vie des orphelins. On ne se satisfait pas, en fait, d'un islam d'un islam qui se contente, en fait, comment dirais-je, de voile et de Adhan. Bon, c'est comme si on vous dit, demain en Europe, voilà, écoutez bien, demain en Europe, on va mettre des haut-parleurs qui vont lancer le Adhan à l'heure de la prière, et le voile, il est librement porté partout, ok? Mais dans le même temps, on ramasse plus les poubelles, il y a des hordes de chiens errants, il y a la corruption, il y a le pistonnage, tu dois attendre 5 heures à la commune pour faire un papier, etc., etc. Les gens, les musulmans, qu'est-ce qu'ils vont choisir? Ils vont dire, écoutez, moi j'ai la Adhan sur mon téléphone, mon voile, je le porte juste pour aller de chez moi au magasin, je reviens, et le reste du temps, je déambule un minimum dans les rues, donc ça ne me concerne pas, les interdictions de voile dans telle école, dans tel truc. Mais dans la balance, moi, j'ai pas envie d'être là avec mon voile, entouré de chiens qui aboient, qui veulent me mordre, à devoir poireauter des heures à la commune et devoir faire face à la corruption, au pistonnage pour avoir un boulot. Écoutez, à choisir, je préfère de la justice sociale et de l'équité plutôt que cette histoire de Adhan et de voile. Dans ce cas-là, on le comprend. Mais dans le cas inverse, quand on parle du Maghreb, on ne le comprend pas. On dit, ouais, mais non, c'est mieux que rien, maslaha, etc. La maslaha, sur des sujets sociaux d'équité, elle est beaucoup plus importante. Et c'est d'ailleurs pas... Les gens ne s'y trompent pas dans la réalité des faits, puisqu'il y a beaucoup plus de gens qui veulent venir ici que de gens qui veulent partir là-bas, alors qu'ils sont originaires de là-bas. Il faut réfléchir au sens que ça... Au sens, qu'est-ce que ça signifie? À un moment donné, il faut toujours coller les faits tangibles avec la réalité des choses. On ne peut pas toujours se mentir à soi-même, faire semblant, jouer des jeux, balayer sous le tapis et mettre en avant, en fait, des sujets très secondaires comme étant des grandes références et des grandes priorités. Et donc, c'est tout un mécanisme psychologique, puisque des gens me disent « Je ne comprends pas comment se fait qu'il y a autant de gens qui te haïssent, tu t'expliques pourtant bien de manière répétée sur les histoires de racisme, les histoires de hijra, etc. Comment ça se fait que les gens ne te comprennent pas? Mais les gens ne comprennent pas parce qu'ils n'aiment pas la personne.
Et comme il n'aime pas la personne, il n'aime pas les choses qu'il est amené à dénoncer et la façon dont il le fait, parce qu'eux sont dans une logique qui est très, comment je vais dire, qui est très floue sur beaucoup de points, qui consiste à dire ça ne va pas, mais en même temps on ne désigne pas les vraies raisons, on ne donne pas de vraies solutions. Par exemple, on m'a dit hier, dans une discussion, on me dit « Bon, ben alors d'accord, mais qu'est-ce que tu proposes ? Qu'est-ce que tu proposes ?» J'ai dit « Ce que je propose est très très simple, par rapport aux gens qui sont bloqués ici en Belgique, en France et ailleurs. C'est une solution qui ne demande pas de se gratter la tête pendant 10 000 heures. La solution, je la répète encore et encore, la vraie solution de moindre mal, c'est tu te trouves une maison retirée avec tes enfants pour les sortir de la ville, des trams, des cris, des homos, des machins, des délinquants, des racketteurs, des SDF, enfin de tout ce qu'il y a dans les grandes villes. Tu les sors de là, premièrement. Deuxièmement, tu investis dans une bibliothèque avec des livres de sciences. Et tu investis une somme pour avoir une bibliothèque la plus complète possible. Une fois que c'est fait, ben, tu t'inspires de ces livres pour enseigner de manière orale et écrite, en faisant des petites interros et tout, à enseigner l'islam à tes enfants, entre tes quatre murs. Prends un peu de ton temps, arrête un peu de voir Real Madrid, Barcelone, jeux vidéo, séries Netflix, et donne un peu de temps à tes enfants. Et fais-les grandir au milieu de la nature, des animaux, chiens, chats, poules. Apprends-leur la religion. Et, le cas échéant, mets-les dans une école de village où il y aura 8, 9, 10 enfants par classe et où tu vas fortement limiter la casse. Et alors on va me dire, oui, mais dans les campagnes, ils sont tous racistes. T'es pas obligé d'avoir une barbe de 10 km. T'es pas obligé d'avoir une habaya noire. Tu peux très bien être pudique, discret, aimable, souriant et ouvert à la discussion avec les gens qui sont pas comme toi. Et il y aura très peu de gens qui vont rester racistes. C'est tout. Mais qui entend cette solution? Personne. Tout le monde veut s'agglutiner dans les villes, autour des mosquées cathédrales avec des discours d'imams de la République. Les enfants deviennent des petits démons. Et puis tout le monde pleure, en fait. Et alors les femmes sont tentées, les divorces, les allocs, les APL, elles sont là, elles tournent dans les RER, les trams, les bus. Et puis tout le monde s'étonne. Oui, mais c'est la conséquence logique. Les gens, en fait, ils veulent jouer à des jeux, puis s'étonnent que le jeu, des fois, tourne bien souvent à leur désavantage. Vous savez, moi j'ai du mal à comprendre. Hein. J'ai vraiment du mal à comprendre, parce que les gens, en fait, ils te disent, même méchamment, c'est quoi tes solutions? Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi le fait que je te dise que c'est pas sain pour ta femme et tes enfants d'être dans une grande ville et que tes enfants côtoient tout ce milieu-là, sous prétexte que le samedi matin, il y a l'école d'arabe? Waouh! Et alors quoi? Fais le travail à la maison, achète des bouquins, apprends la religion à tes enfants. Pourquoi tu les confies à d'autres gens? T'es pas capable de prendre un peu de ton temps, au lieu de perdre tout ton temps devant ces stupides matchs de foot? Tu peux pas prendre un bouquin, lire à tes enfants, leur faire une petite interro, une demi-heure par-ci, une heure par-là, créer des liens avec tes enfants? Tu sais pas faire ça? C'est pas possible, il faut absolument les déléguer à des gens. Et ils doivent encore prendre des trams et des bus et courir en bagnole, comme je les vois tous le samedi. Allez, l'école commence, bougez-vous. Encore du stress? Après une semaine d'embouteillage et de boulot? C'est du délire, tout ça. Et moi, dans les délires, les utopies et les fausses pistes, je ne rentre pas. Désolé. Alors, si je me retrouve tout seul pour ça, et si je me retrouve à recevoir les crachats du monde entier, c'est pas un problème. Ça changera rien à mes positions. Parce que c'est des positions qui sont réfléchies, qui sont profondes et qui ont été analysées, sous-pesées. Ce n'est pas des choses comme ça, dites dans les émotions, parce que je veux me défouler ou je ne sais pas quoi. Comme d'habitude, je sais que je serai peut-être compris par ceux qui m'ont déjà compris, que je ne serai pas compris par ceux qui ne veulent pas me comprendre, et que je devrais encore et encore répéter les mêmes choses. Et on répétera encore les mêmes choses, tout simplement. On enfonce le clou. Et tant pis pour ceux qui ont des allergies ou qui pensent que parce que je parle comme ça, je suis un raciste. C'est leur problème, c'est pas le mien. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.